voudrais juste dire que cette expérience est excessivement mal conçue et témoigne d'une méconnaissance totale de la façon dont se comportent les nuages. Quel que soit l'angle sous lequel on la considère, elle est très mal conçue et ne vous apprendra rien sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Je ne suis pas d'accord. Je précise que les gens qui travaillent avec nous sont des experts en aérosol et en chimie atmosphérique. Ils savent donc de quoi ils parlent. Et je sais qu'eux aussi seront en désaccord avec vous. Je sais qu'il y a des points de vue différents sur la question, mais le vôtre est extrême. Pose fois, au cours de mes conférences, de me retrouver face à des gens très énervés qui tentaient de me convaincre que ce que je faisais était une totale perte de temps. Avez-vous lu mon livre? J'en ai entendu parler. Alors ne venez pas discuter de physique des nuages. Toute votre théorie ne tient pas debout. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien, moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste, parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans.
Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent petit âge de glace. Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur, lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui. Une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen-Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique Holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles. Et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve? Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'1 demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940, au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Voici un relevé des températures de l'Arctique au cours du XXe siècle. Durant le boom économique de l'après-guerre, les températures s'effondrent. Et paradoxalement, elles cesseront de décroître seulement lors de la crise économique des années 1970. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique dû à l'homme est fausse. Pour nombre de scientifiques, la conclusion s'impose. Le soleil gouverne le climat. Le CO2 ne compte pas. Alors pourquoi, si tel est le cas, nous assène-t-on constamment, jour après jour, que le réchauffement planétaire est le fait de l'homme? Tout ce qu'il y a de vert dans cette affaire, ce sont les billets. Notre planète est totalement aux abois. Notre espèce est désormais incontrôlable. La discussion du sujet a commencé avec Margaret Thatcher. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne créait pas d'émissions de CO2. Tel était son propos, qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi.
Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Faute d'une bonne compréhension du système climatique et d'une mise en corrélation de toutes ses composantes, les rayons cosmiques, solaires, le CO2, la vapeur d'eau, les nuages, votre modèle ne vaut rien. L'éventail des prévisions climatiques varie considérablement. Ces variations résultent d'une légère modification des hypothèses sur lesquelles les modèles sont fondés. J'ai travaillé avec des modélistes. En fignolant les paramètres d'un modèle mathématique, on modélise tout et n'importe quoi. On peut faire apparaître un réchauffement ou un refroidissement du climat en y apportant des modifications. C'est de la pure propagande. Les rapports officiels émis par le GIEC sont souvent très alarmants. Mais sont-ils fiables? J'ai été scandalisé par la lecture du deuxième et du troisième rapport d'évaluation. Ce n'était qu'une addition d'informations inexactes sans aucune source scientifique. En tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y était citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais. Enfin, ça a été un vrai combat jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui malgré tout sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles. Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. Paul Driessen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens.
Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. Honnêtement, je ne vois pas comment un panneau solaire pourrait alimenter une aciérie ou une ligne de chemin de fer. Ça pourrait peut-être suffire pour un transistor. Tout ce qu'il y a de vert dans cette affaire, ce sont les billets. Notre planète est totalement aux abois. Notre espèce est désormais incontrôlable. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. La question à laquelle nous consacrons une grande partie de notre travail est la suivante. Comment des nuages de type cirrus se forment-ils à partir de fines traînées de condensation? Nous avons ici un cas extrême. Il s'agit d'une photo satellite de l'Europe centrale prise en 1995. En haut de l'écran, on voit le Danemark. Ici en bas les Alpes et l'Allemagne au centre. Toute l'Allemagne est tapissée de traînées de condensation. Entre ces traînées se trouvent des zones de couleur blanche. Ce sont des nuages de type cirrus qui se sont formés à partir des traînées de condensation. Sans le trafic aérien, ces nuages ne seraient probablement pas apparus. C'est pourquoi on suspecte le trafic aérien de jouer un rôle majeur dans les changements climatiques. L'idée serait d'exploiter 3 aéroports existants situés près de l'équateur. Des avions ultra rapides chargés de soufre en décolleraient à fréquence régulière. Ce serait pas une grosse opération? Non, c'est assez modeste, surtout comparé au nombre d'appareils que possèdent les grosses compagnies aériennes. Il y a des milliers d'avions dans le ciel en ce moment, partout dans le monde. Eureka! Un moyen de refroidir la planète instantanément. Mais si j'ai bien appris une chose dans cette histoire, c'est que tout a un prix. On devra peut-être en arriver là pour sauver le monde. Mais autant se préparer à faire des choix difficiles. Sauver le Groenland, mais assécher l'Asie et l'Afrique. Vivre avec un ciel blanc et des couchers de soleil sulfuriques pour sauver des eaux New York ou Bombay. Cette opération pourrait porter ses fruits en quelques semaines. J'avoue que c'est tentant. Et grâce aux télescopes qui nous permettent aujourd'hui de voir bien au-delà du système solaire, nous avons commencé à comprendre que notre monde fait partie intrinsèque d'une galaxie toujours en mouvement. Et une idée nouvelle se dessine. Cette galaxie pourrait agir sur notre système climatique d'une façon que nous ne soupçonnions pas. Depuis plus de 10 ans, le physicien danois Henrik Svensmark travaille sur une nouvelle théorie du climat qui pourrait remettre en cause notre compréhension du changement climatique. Tous les processus qui se produisent dans notre univers
des explosions stellaires aux grandes variations d'intensité de l'activité solaire, nous touchent de façon beaucoup plus directe que nous ne le pensions. Nous avons suivi Henrik Svensmark dans sa lutte pour se faire entendre. Se faire entendre par une communauté scientifique peu disposée à accepter l'idée que le réchauffement climatique actuel puisse avoir des causes naturelles. Les nuages et la vapeur d'eau produisent un effet de serre considérable sur le climat terrestre. Ce seraient donc les nuages au-dessus de nos têtes les responsables du réchauffement? Tout le monde se préoccupe du dioxyde de carbone, mais les nuages jouent un rôle déterminant dans le changement climatique. Nous sommes confrontés à un problème somme toute récurrent. Les idées novatrices sont rarement bien acceptées par les milieux scientifiques. Et ça, d'autant plus lorsqu'elles proviennent de quelqu'un de jeune et d'inconnu dans le domaine de recherche concerné. Il peut alors avoir beaucoup de mal à faire publier ses travaux. Notre théorie peut se résumer ainsi. Au lieu de considérer les nuages comme étant le résultat du climat terrestre, il faut inverser les choses et voir le climat comme le résultat des changements dans la couverture nuageuse. Pour la première fois, l'intuition de l'importance des nuages dans le climat terrestre lorsque mon patron, Egil Friis Christensen, a découvert une remarquable corrélation entre l'activité solaire et les températures terrestres. La corrélation était si forte que ça ne pouvait pas être une coïncidence. Ça m'a encouragé à chercher dans cette voie et à prendre en compte les nuages dans ma recherche d'une explication. Quand nous avons publié ces travaux en 1991, tout le monde pensait que le réchauffement des 100 dernières années était dû avant tout à l'augmentation du dioxyde de carbone du fait de l'activité humaine. La communauté scientifique a donc été très surprise de découvrir la corrélation quasi parfaite entre les variations de l'activité magnétique solaire et la température terrestre. Nos expériences montraient de façon très claire que lorsque l'activité magnétique du Soleil était plus importante, la température de la Terre était plus élevée. Personne n'était en mesure d'expliquer quel mécanisme pouvait être à l'origine de ce phénomène. Nous savions que d'une manière ou d'une autre, l'activité magnétique du Soleil devait avoir un effet, direct ou indirect, sur le climat terrestre. Mais comment ça fonctionnait demeurait un vrai mystère scientifique. Et puis un jour, quelqu'un est entré dans mon bureau en parlant du rayonnement cosmique. Lorsque j'ai entendu ce terme, j'ai immédiatement pensé à une expérience que j'avais faite au lycée, dans ce qu'on appelait une chambre à nuages. À l'intérieur de cette chambre, l'air est supersaturé, et quand les particules des rayons cosmiques le traversent, ça produit une chaîne de gouttelettes qui forment comme un petit nuage. Avec cette image en tête, je me suis dit, et si le rayonnement cosmique était responsable de la formation des nuages? Et si le Soleil, avec son champ magnétique, était capable de modifier la couverture nuageuse de la Terre? Nous aurions alors une parfaite explication du changement climatique. Le Soleil en serait le principal responsable, par le biais des nuages que nous voyons chaque jour dans le ciel.
Quand nous avons découvert le lien entre le rayonnement cosmique et les nuages, nous avons tout d'abord pris en compte toute la couverture nuageuse. Mais je devais trouver ensuite de quels nuages précisément il s'agissait. Une nouvelle série de données nous a permis d'étudier plus précisément cette question. Nigel Marsh est alors venu en renfort. Il m'a aidé à analyser ces données. Et à notre grande surprise, nous avons découvert que ce lien est très net, surtout sur les nuages de basse altitude. Ce sont de bonnes nouvelles pour notre théorie. Ça signifie donc que les nuages de basse altitude ont un fort effet refroidissant sur le climat terrestre. Si leur quantité augmente, le climat se refroidit. Mais si on a un rayonnement cosmique moins intense, on a aussi moins de nuages de basse altitude, et la Terre se réchauffe. Les données du ISCCP, ce sont des rayons infrarouges. C'est intéressant. J'ai entendu parler pour la première fois des travaux de Henrik Svensmark quand j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les aérosols, les particules en suspension, étaient produits dans l'atmosphère terrestre. C'est une question essentielle car les nuages sont formés à partir de ces particules d'aérosols présentes dans l'atmosphère. Le satellite analyse un paramètre spécifique. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que les rayons galactiques cosmiques sont capables de moduler les aérosols, ces particules présentes dans les couches les plus basses de l'atmosphère. En fait, nous sommes en mesure de prouver que les aérosols produits par ce rayonnement cosmique sont modulés de façon très importante dans les couches les plus basses, celles qui contiennent justement les nuages qui ont un effet refroidissant sur la Terre. Ce qu'on ne comprend pas encore, c'est comment et pourquoi ils se forment. C'est justement là que le rayonnement cosmique peut entrer en jeu. Car que fait-il lorsqu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre? Il produit des ions. Nous pensons que ces petites charges aident à former ces aérosols présents dans l'atmosphère terrestre. Je vais vous parler du rayonnement cosmique. Ce sont des particules chargées d'énergie. Elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre et on est même capable de les mesurer. Quand l'activité solaire est à son maximum, on constate que peu de rayons cosmiques pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Ça s'explique par le fait que le Soleil a alors un champ magnétique très puissant. Les particules présentes dans l'espace galactique ont beaucoup de mal à entrer dans le système solaire. Il semble donc y avoir un lien entre les changements dans l'activité solaire et les changements de climat. Il faut donc que nous arrivions à prouver de façon expérimentale si oui ou non ce lien existe et comment il fonctionne. Tout laisse à croire que nous serons bientôt en mesure de pratiquer prochainement une expérience de ce type. J'aimerais juste dire que cette expérience est excessivement mal conçue et témoigne d'une méconnaissance totale de la façon dont se comportent les nuages. Quel que soit l'angle sous lequel on la considère, elle est très mal conçue et ne vous apprendra rien sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Je ne suis pas d'accord. Je précise que les gens qui travaillent avec nous sont des experts en aérosols et en chimie atmosphérique. Ils savent donc de quoi ils parlent. Et je sais qu'eux aussi seront en désaccord avec vous. Je sais qu'il y a des points de vue différents sur la question, mais le vôtre est extrême. Il m'est arrivé de nombreuses fois au cours de mes conférences de me retrouver face à des gens très énervés qui tentaient de me convaincre que ce que je faisais était une totale perte de temps. Avez-vous lu mon livre? J'en ai entendu parler.
Alors ne venez pas discuter de physique des nuages. Toute votre théorie ne tient pas debout. Personne ne m'a opposé un argument scientifique qui m'ait convaincu qu'il n'y avait pas d'intérêt à poursuivre mes recherches. Quel intérêt y a-t-il à faire cette expérience? Il y a eu plusieurs articles sur les noyaux de condensation des nuages, sur leur origine exacte, sur leur mode de formation. On sait tout ça? Non, d'après ces gens, nous ne le savons pas. Qu'ils lisent les articles là-dessus. J'ai réalisé que si l'hypothèse était correcte, si le rayonnement cosmique avait bien une influence sur la couverture nuageuse et le climat, ça voulait dire que les variations qui proviennent de toute la Voie lactée devaient aussi jouer un rôle sur notre climat. Je m'intéresse à l'astronomie depuis l'enfance. C'est pour ça que je suis devenu astronome. J'ai toujours aimé la Voie lactée. J'aime sortir dans la nuit et admirer la merveilleuse galaxie dans laquelle nous nous trouvons. C'est là que nous vivons. Tout ça a une influence sur nous, sur le climat de la Terre. Et ça doit être pris en compte si on veut comprendre les variations climatiques du passé. Si on regarde la Voie lactée d'en haut, on compte 4 bras spiraux, car elle fait partie des galaxies à bras spiraux. Nous-mêmes, nous sommes situés ici, sur un bras plus petit. Nous faisons le tour du Soleil en 1 an, mais tout le système solaire tourne autour de la Voie lactée en 250 millions d'années, ce qu'on appelle une année galactique. Ça signifie que tous les 150 millions d'années, quand on traverse un bras spiral, la température tombe de 5 à 10 degrés. Quand on est en dehors du bras, il fait plus chaud. J'ai travaillé en collaboration avec Jan Weiser et nous avons reconstitué les températures terrestres. On a découvert que la température était plus froide de 5 à 10 degrés quand on était à l'intérieur d'un bras spiral de la galaxie. Personne n'avait mis ça en évidence avant, et nous étions très surpris. Mais le plus intéressant, c'est que ça signifie que le rayonnement cosmique est le facteur le plus important pour le climat de la Terre, du moins à l'échelle géologique. Et la seule explication qu'on puisse donner à ça est la théorie de Svensmark sur la couverture nuageuse. Quand on compare les données géologiques et les données astronomiques, voilà ce que ça donne. Vous pouvez constater qu'il y a une correspondance. La courbe noire représente la reconstruction géologique des températures sur la Terre sur la base des données géochimiques de Jan Weiser. Et en rouge, vous avez la variation de l'intensité du rayonnement cosmique. Quand on voit ces deux courbes, on constate une très forte corrélation. Statistiquement, c'est très parlant. Mais même sans se plonger dans les chiffres, devant ça, on voit tout de suite que c'est très significatif. Quand on fait une expérience, il y a toujours une part d'incertitude, car on remet en question tout ce qu'on fait. On se demande si c'est la bonne façon de procéder. Mais nous avons été très méticuleux. Et nous avons soumis nos idées au plus grand nombre possible de tests. Je pense sincèrement que nous avons découvert un mécanisme très important. Et la façon dont il fonctionne nous a tous surpris. Nous pensions avoir fait une découverte majeure en mettant en évidence comment le rayonnement cosmique influe sur la couverture nuageuse et par là même sur le climat de notre planète. Mais pour des raisons mystérieuses, nous n'avons pas réussi à faire publier nos travaux. Nous les avons présentés à 4 reprises à plusieurs revues scientifiques, mais nous n'avons pas réussi à faire publier nos résultats. Svensmark et son équipe avaient obtenu de très bons résultats. Et je pensais qu'ils seraient publiés immédiatement ou dans les mois qui suivraient leur découverte. Or, ils ont mis 16 mois à se faire publier.
La raison à cela est selon moi une réticence de la communauté scientifique, et plus précisément celle qui soutient que l'effet de serre est dû à l'activité humaine, à accepter l'idée que cette nouvelle théorie, déjà étayée par quantité de preuves empiriques, le soit maintenant par des preuves expérimentales. Ce sujet prend une nouvelle dimension, car le réchauffement climatique est devenu un enjeu politique. Ça devient soudain politiquement incorrect. Aux États-Unis, il y a de très bons travaux de recherche sur le réchauffement climatique qui ne sont pas publiés uniquement parce que quelqu'un en a décidé ainsi. Après plus d'1 an d'attente, nous avons réussi à faire publier nos travaux dans la revue de la Royal Society. Alors que cette aventure se termine, je peux dire en confiance, oui, nous avons trouvé une très belle solution au mystère des nuages. Il reste cependant un mystère, celui de savoir quand le reste de la communauté des climatologues comprendra que ce sont des forces extérieures à notre planète qui contrôlent notre climat. Ces idées montrent que la Terre n'est pas une petite île isolée flottant dans l'univers. Nous faisons partie du grand univers, et les processus qui s'y déroulent, comme la formation des étoiles ou les variations de l'activité solaire, ont une influence sur notre climat. Et tous ces facteurs peuvent produire des changements considérables. Notre planète est totalement aux abois.